Mesdames et messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, mesdames, messieurs, faut-il en rester là? Madame et messieurs les jurés, pourriez-vous en rester là sans avoir entendu ce que je m'apprête à vous plaider? Car oui, ces belles robes qui vous sied à merveille ne permettent pas de cacher votre condition d'homme. Et l'appel des petits fours se fait certainement de plus en plus oppressant. Alors sachez qu'à défaut de vous procurer le plaisir de la bonne chair, je tâcherai de vous apporter le plaisir de l'ouïe. Ne négligeons pas les autres sens qui nous gouvernent. Après tout, le mystérieux créateur des sujets prend bien du plaisir, un incommensurable plaisir à nous faire souffrir. Alors à mon tour d'endosser ces fonctions de bourreau, mais je vous fais la promesse solennelle d'être aussi doux que pourront être ces petits fours à votre palais. Aussi, faut-il en rester là? Il me serait difficile de plaider par l'affirmative. L'humain est ainsi nominé. Par ses instincts les plus primaires, il est incapable d'en rester là. L'une des manifestations les plus évidentes de cette incapacité est, à mon sens, l'une des plus anciennes lois mosaïques créées dans l'histoire, la loi du talion. Qui d'entre nous n'a jamais succombé à l'appel de cet adage si doux, œil pour œil, dent pour dent? Si, mesdames et messieurs, réfléchissez. C'est bien de cela dont il s'agit, lorsque votre clé en vient à rencontrer la voiture du voisin qui refuse de baisser la musique. C'est cet axiome de la loi naturelle qui vous invite aux pires turpitudes envers votre conjoint qui a l'indélicatesse de cacher un influent dans l'armoire. C'est encore cette loi qui nous gouverne lorsque nous remplissons nos feuilles d'imposition et que notre stylo se bat avec notre phobie administrative. Alors non, il est impossible à l'humain d'en rester là. La loi vient simplement contenir cette hémorragie qui nous commande de se rendre justice par soi-même. L'humain est incapable d'en rester là. C'est sa nature, c'est sa faiblesse. Mais cette tendance à se rendre justice par soi-même ouvre grand les portes de la violence, la lâcheté, la délation. Alors, messieurs, mesdames, abandonnez cet apanage des faibles, mais n'en restez pas là. Ayez le pouvoir de vous élever au-dessus de ça. Seul le courage nous permet d'appréhender le monde qui nous entoure. C'est cette valeur de courage qui nous permet d'affronter les situations les plus insupportables. Je vais tâcher aujourd'hui de vous démontrer qu'il est impossible d'en rester là et que cette volonté ne se gagne qu'au prix d'un courage sans faille. Il s'agira d'abord de vous montrer qu'il faut avoir le courage de ne pas en rester là dans le domaine judiciaire lorsque les apparences nous tuent. Je tâcherai ensuite de faire parler ces gens qui ont eu le courage de ne pas en rester là, lorsque le monde était en contradiction flagrante avec leurs convictions profondes. Abordons alors, pour commencer, la question sous l'angle judiciaire. Et je vais vous poser la question suivante. Que faisiez-vous dans la vie 39 ans en arrière? Car oui, malgré votre éternelle jeunesse, 39 ans en arrière, ça nous ramène à l'année 1976. En 1976, c'est l'année du premier vol commercial du Concorde. Jimmy Carter devient le 39e président des États-Unis. Ou encore, c'est les dates de décès d'André Malraux et Agatha Christie. Eh bien, 39 ans. C'est également le nombre d'années qu'a passé Ricky Jackson dans les couloirs de la mort, attendant son exécution. Cet Américain, innocenté, a ainsi purgé la plus longue peine de l'histoire du pays, accusé, 39 ans plus tôt, sur le témoignage d'un enfant de 12 ans qui ne s'est rétracté qu'aujourd'hui. Cet homme aura ainsi vécu un véritable cauchemar de l'âge de ses 18 ans à ses 57 ans, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, attendant avec angoisse sa mise à mort. Il a ainsi passé plus de la moitié de sa vie dans une cellule, seul à défendre son innocence salie, seul à défendre son honneur, irrémédiablement détruit par l'injustice d'une enquête bâclée. Je doute que la moitié d'entre nous n'aurait pas eu la force de supporter cela et ne serait pas devenu fou. Alors une fois le prononcé d'une peine, lorsque le doute persiste, faut-il en rester là? Peut-on en rester là? Sans son courage et sa combativité, en un mot sa pugnacité,
la lumière n'aurait certainement jamais été faite. Alors méfions-nous du pouvoir fédérateur de l'apparence qui insidieusement nous rallie à cette pernicieuse et dangereuse certitude sur les êtres et sur les choses. Nous ne pouvons en rester là. En rester là, c'est se condamner à jongler avec le doute pour trancher de manière arbitraire. Alors parfois, la balle tombe du bon côté du filet, parfois du mauvais. Tout est une question de hasard. Il est vrai que dans une société idéale, où la justice serait parfaite, le doute n'existerait pas. Alors, lorsque l'apparence nous amène à une conviction erronée, doit-on en rester là? Non. Il faut avoir le courage de s'élever et de se démener pour la combattre. J'en veux pour preuve le film 12 hommes en colère, créé par Sidney Lumet en 1957 et qui relate un drame judiciaire. Dans ce film, un jury de 12 hommes doit statuer à l'unanimité sur la culpabilité d'un homme accusé de parricide. Si l'ensemble des jurés prononce sa culpabilité, il sera alors mis à mort. Dès le début du film, l'ensemble des jurés est persuadé de sa culpabilité. Seul l'un d'entre eux, le numéro 8, pense que le doute persiste et que la décision qui en découle est trop grave, puisqu'il s'agit de l'exécution d'un homme. L'ensemble des preuves concourent à démontrer la culpabilité de l'individu, et l'ensemble des jurés est persuadé de cette culpabilité. Mais le juré numéro 8, au lieu d'en rester là, soulève point par point les doutes qui existent. Alors celui-ci aurait pu se ranger à l'opinion majoritaire et se cacher derrière cet ersatz de vérité qui n'a de vérité que le nom. Et pourtant, il décide de ne pas en rester là. Dans cette intrigue à huis clos, il réussit à instiller le doute à l'ensemble des jurés qui finissent par prononcer la non-culpabilité du prévenu. Il ressort donc de ces exemples qu'il est impossible d'en rester là, en rester à l'apparence d'une situation, en rester à cette pernicieuse et dangereuse apparence qui nous fait prendre les mauvaises décisions. Il faut avoir le courage de s'élever au-dessus de l'esprit fédérateur de l'apparence. Il faut avoir le courage de ne pas en rester là lorsque l'injustice est trop grande. Au terme de ce propos, me vient à l'esprit la citation lumineuse de Victor Hugo dans son ouvrage non moins lumineux écrit sur la peine de mort, dans lequel il dit « Une femme, c'est quelquefois une conscience ». Car oui, il s'agit à présent d'aborder la question sous l'angle de ces individus qui se sont élevés avec courage contre une fatalité qui n'est pas admissible. En rester là, c'est fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est mourir à genoux. Eh bien moi, je ne suis pas de ces hommes. Je vous invite à vous indigner pour défendre ce en quoi vous croyez. Ces femmes indiennes, violées, brûlées à l'acide, victimes de ces hommes barbares, en sont-elles restées là? Lorsqu'elles se sont levées en un seul mouvement et qu'elles ont dénoncé leurs tortionnaires, eh bien moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, qu'il n'y a rien de plus juste. Peut-on en rester là? Faut-il en rester là? Laisser ces hommes impunis? Cela porte un nom, celui de la lâcheté. Et je suis fier que ces femmes, qui n'ont plus que leur sari pour draper leur bravoure, soient vent debout et hurlent leur colère. Alors si les choses changent dans ce pays, c'est grâce à leur courage. Elles n'en sont pas restées là. Dimanche dernier, c'était la Journée internationale de la femme. Le symbole vaut ce qu'il vaut, mais je tiens aujourd'hui à ce qu'on rende hommage à toutes ces femmes qui se défendent pour rester là. Faut-il en rester là? La question que nous avons à traiter aujourd'hui oppose deux postures. Soit le suivisme coupable et lâche, ou son opposé, le mouvement salvateur et courageux. Aussi, soit l'on décide d'en rester là, de rester figé dans un état de fait, soit l'on décide de s'y opposer, de s'élever contre cette position et de combattre cette passivité. Alors parfois, cet idéal est trop grand. Il se paie au prix de sa vie, de sa liberté. Mais comme le disait à ce propos le théologien grec Origène, il vaut mieux mourir en route pour un idéal trop élevé que de ne pas partir du tout. Alors je tiens modestement à rendre hommage à toutes ces femmes qui ont eu le courage de ne pas en rester là et qui ont marqué l'histoire à tout jamais par les positions qu'elles ont eu le courage de prendre.
Si celle-ci était autour de nous, c'est avec humilité que nous aurions la démonstration qu'il nous est impossible d'en rester là. Il y a ces femmes qui se sont élevées contre la toute-puissance de l'homme, revendiquant le respect de leur dignité de femme, et qui n'ont pas eu peur d'affronter des milieux qui leur étaient hostiles. Il y a 2 siècles déjà, Olympe de Gouges écrivait « Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Eh bien, cette femme aura payé de sa vie ce combat. Elle a eu les honneurs de l'échafaud. Mais pour autant, en est-ce resté là? Non. La postérité lui a donné le hall éclatant de la victoire. Et aujourd'hui, nombreuses sont ces femmes qui portent haut et fort leurs convictions. J'en veux également pour preuve Benazir Bhutto, dont le courage politique a surpassé son instinct de survie dans un pays, le Pakistan, qui a une bien terne image de la femme. Alors oui, elle aussi aura péri sous les balles de ces barbares. Mais sa mémoire, son combat, impose que l'on n'en reste pas là. L'égalité des droits ne doit pas avoir à se gagner au prix du sang. Alors aujourd'hui, si la démocratie a acquis ses lettres de noblesse dans notre pays, ce n'est pas le cas partout dans le monde. C'est lever et ne pas en rester là. C'est l'idéal qu'a défendu et défend encore Aung San Suu Kyi, longtemps considérée comme la chef d'opposition non violente à la dictature birmane, incarcérée et mise en résidence surveillée pendant près de 20 ans. La junte militaire a bien essayé de l'intimider, de la faire taire, de la faire assassiner. Elle en a réchappé de justesse. Mais devait-elle cesser le combat? Devait-elle en rester là? Non, son idéal est toujours intact. Et aujourd'hui encore, elle se bat pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles birmanes de 2015. Et que dire de las madres de la Plaza de Mayo, les mères de la place de Mai, dont le combat est désormais célèbre dans le monde entier. Ces mères, dont les enfants avaient été enlevés pendant la dictature argentine, torturés et dont elles n'avaient pas la certitude de leur décès. Ces mères courage, drapées des langes de leurs bébés en foulard sur la tête, dont les principales membres fondatrices ont été assassinées, en sont-elles restées là? Non, mesdames et messieurs. Elles ont lutté pour que soient jugés les auteurs de ces violations aux droits de l'homme, afin de porter avec dignité leur deuil. Alors ces femmes sont honorées par leur vertu. Lorsqu'on a essayé de les faire taire, en leur proposant une indemnisation, elles se sont exprimées à l'UNESCO en des mots qui ne peuvent s'effacer de ma mémoire. Nous ne vendrons jamais le sang de nos enfants. Il n'y a pas d'argent qui puisse payer la vie de ceux qui l'ont donné pour le peuple. Les réparations économiques nous répugnent. Nous voulons la justice. Nous voulons la prison pour les assassins, qu'ils soient incarcérés. Nous ne voulons pas non plus de monuments. Tout est sur la mort. Monuments aux morts, réparation aux morts, exhumation des morts, musée des morts. Nous, les mères, avons lutté toute la vie pour la vie. Ainsi, j'achève mon hommage à ces femmes, ces anonymes, ces femmes tristement devenues célèbres par des combats qu'elles ont payés au prix de leur vie, au prix de leur liberté. Faut-il en rester là? Lorsque j'y réfléchis, je me dis qu'il y a des luttes qui n'auront jamais de fin. Et le temps qui s'écoule ne les éteindra pas. Aussi, Madame et Messieurs les membres du jury, vous me demandez aujourd'hui s'il faut en rester là. Eh bien, je pense que le simple fait de se poser la question m'invite à vous dire non. Non, il ne faut pas en rester là lorsque le doute persiste. Non, il ne faut pas en rester là lorsque nos convictions profondes nous poussent à dénoncer une situation intolérable. Cependant, il est l'heure pour moi d'en rester là. Ma conviction est acquise, la vôtre, je l'espère. Je vous remercie de votre attention.